Bonjour à tous, bonjour à toutes. S'il y a des photographies que personne ne se réjouit d'avoir en grande quantité dans ses collections, c'est bien celles qui sont sur support en nitrate de cellulose. Ce nitrate de cellulose, également dénommé nitrocellulose ou celluloïd, a été largement utilisé au XIXe siècle et c'est parmi les premiers polymères dits artificiels. On entend par là des polymères naturels qui sont modifiés chimiquement. Et ici, la cellulose a été transformée. La découverte du nitrate de cellulose est fortuite puisque c'est le chimiste Sean Bein, en essuyant avec un chiffon des résidus d'acide nitrique et d'acide sulfurique, s'aperçut que l'on obtenait alors un matériau très inflammable. Et c'est cette grande inflammabilité qui a d'abord rendu le nitrate de cellulose populaire pour des applications militaires comme poudre à canon sous le nom de fulmi-coton ou de coton-poudre. D'ailleurs, un des derniers producteurs de nitrate de cellulose en France fut la SNPE, la Société nationale des poudres et explosifs à Bergerac, qui dans les années 1990 nous procurait encore nos échantillons de nitrate de cellulose avec diverses caractéristiques. En effet, il y a différents types de nitrate de cellulose selon le degré de nitration. Il faut voir la cellulose comme une longue chaîne comportant des maillons et sur chacun de ces maillons, 3 groupements hydroxyle ou OH. C'est à cause de ces groupements qu'une feuille de papier est peu soluble car il joue un peu le rôle de bande velcro entre deux chaînes de cellulose. Ce sont les fameuses liaisons hydrogènes pour ceux qui ont en mémoire leur cours de chimie. Et ces liaisons assurent une grande cohésion au papier. Alors, lorsqu'on plonge la cellulose ou une feuille de papier dans de l'acide nitrique avec un peu d'acide sulfurique qui va agir comme catalyseur, ces groupements OH vont être remplacés par des groupements nitrates. Sur chaque maillon de la chaîne, on peut, en jouant sur les conditions opératoires, remplacer un groupement OH, voire 2, voire les 3, par des groupements nitrate ONO2. On peut avoir ainsi des degrés de substitution variant entre 1 et 3, et 3 signifie que tous les groupements OH ont été remplacés par des groupements nitrates. Alors pour des applications comme des explosifs, le degré de substitution est élevé, il est proche de 3. Et le nitrate de cellulose est très réactif, alors que pour des applications plus pacifiques, domestiques, le nitrate de cellulose est faiblement nitré avec un degré de substitution de l'ordre de 2. Et il est alors soluble dans des solvants comme des alcools, des cétones, des esters. Ce nitrate de cellulose domestique fut largement appliqué à la production d'objets, de jouets, de peignes, de boules de billard, jusqu'aux balles de ping-pong, mais également du vernis. Comme il est très cassant à l'état pur, on le rend plus souple, voire malléable, en ajoutant 20 à 30% de camphre qui va jouer le rôle de plastifiant et donner une certaine souplesse aux objets. Après cet aparté physico-chimique, revenons à la photographie. Le premier usage a été d'utiliser le nitrate de cellulose pour produire des négatifs sur plaques de verre au collodion entre 1850 et 1880. Le collodion étant en fait une solution constituée de nitrate de cellulose dissous dans un mélange d'éther et d'alcool. Vers la fin des années 1880, Eastman Kodak utilise alors le nitrate de cellulose comme film pour remplacer le verre. Pour fabriquer ces films, il va répandre une solution de nitrate de cellulose et de camphre sur une plaque de verre et laisse alors les solvants s'évaporer. Après séchage, une pellicule transparente se détache du verre qui sera alors utilisée pour réaliser des supports photographiques et cinématographiques.
La demande est grande puisque c'est à l'époque à la fois les débuts du cinéma et de la photographie amateur. En France, l'industriel Victor Planchon produit en 1893 des pellicules photographiques en nitrate de cellulose. Louis Lumière va s'associer à Victor Planchon afin de s'affranchir du monopole américain de production de nitrate de cellulose. La société anonyme des pellicules françaises sera créée et les films nitrates seront produits jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. En 1951, la chimie ayant fait des progrès suffisants, on le remplacera par une matière qui est moins dangereuse, le triacétate de cellulose, ininflammable et dénommé pour cette raison film de sécurité ou safety film outre-Atlantique. Le nitrate de cellulose brûle vite et bien, sans laisser de résidus. Et sans doute avez-vous vu le film Cinéma Paradisio ou encore Inglourious Bastard, où le climax des films est l'incendie provoqué par ces films cinématographiques en nitrate de cellulose. Le nitrate de cellulose a en effet été à l'origine de nombreux incidents qui ont marqué les esprits. L'un des tout premiers fut l'incendie du bazar de la Charité en mai 1897 à Paris. Lors d'une fête de charité mondaine, le dispositif de projection cinématographique s'est enflammé, causant la mort de 125 personnes, dont 118 femmes de la haute société parisienne brûlées vives par leurs corsets et robes à crinoline. Parmi ces personnes, on comptait la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi. Cet incident a marqué les esprits et des normes très strictes s'en sont suivies pour le stockage, le transport et la projection de ces films cinématographiques en nitrate de cellulose. Mais dans ces exemples que je viens de vous donner, les incendies ont été déclenchés parce que les films ont été mis en contact d'une flamme. Cependant, il y eut au cours des XXe et XXIe siècles des incendies de nombreuses cinémathèques comme celle du Brésil en 2021 et plus récemment l'incendie de la maison d'un collectionneur de films à Vincennes. Et dans ces nombreux cas, les films stockés n'avaient pas été mis au contact d'une flamme. Alors comment, enfermé dans sa boîte, un film peut-il s'enflammer spontanément? Un film cinéma, c'est d'abord plus de 2 kilos de nitrate de cellulose dans un contenant hermétique. Et après plusieurs décennies d'archivage, on a accumulé une quantité dangereuse d'oxyde d'azote due à la dégradation du film. Et c'est sans doute ce manque de ventilation qui non seulement accélère la dégradation du film, mais conduit à des risques d'auto-inflammation. D'où notre intérêt à envisager actuellement, avec nos collègues de l'Institut des matériaux poreux de Paris, l'utilisation de MOF capables de capter ces oxydes d'azote et de les transformer en azote. Si nous nous intéressons aux archives photographiques, aux films et aux plans films, les négatifs, il y a moins de risques d'auto-inflammation car la densité en nitrate de cellulose est moindre. Les films photographiques sont mieux ventilés, ils sont souvent séparés dans des enveloppes. Il n'empêche que, comme pour les films cinématographiques, ils se dégradent, ils s'hydrolysent en libérant des gaz acides qui vont, là encore, accélérer le phénomène et endommager les objets à proximité. Les métaux s'oxydent, les enveloppes en papier, les boîtes, les cartons deviennent cassants. On assiste d'abord à des déformations des négatifs, puis l'image prend une coloration brune, l'argent s'oxyde, des taches apparaissent, le support devient poisseux et il dégage une odeur âcre et piquante qui est due aux acides dégagés.
Au dernier stade de la décomposition, les négatifs s'agglomèrent en une masse difficilement séparable. Ces négatifs en cours de dégradation doivent être isolés pour éviter qu'ils n'endommagent d'autres objets à proximité. Il est intéressant de noter que la dégradation n'est pas proportionnelle à l'âge d'un support. Des supports en nitrate de cellulose du 19e siècle peuvent être en excellent état, par exemple les premiers films Lumière, alors que d'autres plus récents, des années 1930-1940, seront totalement détériorés. Cette différence de comportement, de stabilité, est liée à la fabrication du film nitrate. Si le film comporte des résidus d'acide, sa dégradation sera plus rapide, alors qu'un film nitrate de cellulose qui a été bien lavé par le fabricant s'avérera plus stable. À tel point qu'il est même souvent difficile de le faire vieillir artificiellement au laboratoire, même après plusieurs semaines dans une enceinte à 80 degrés. Donc, a priori, il n'y a pas de danger imminent d'incendie avec ces supports photographiques en bon état. Ils n'explosent pas, ils ne se dégradent pas instantanément, et bien sûr, ils brûlent si on les approche d'une flamme, comme une feuille de papier d'ailleurs. Il n'en demeure pas moins qu'il faut régulièrement inspecter ces collections de supports nitrates de cellulose pour soustraire des éléments qui commenceraient à se dégrader, comme pour les supports en acétate de cellulose. Cette inspection peut faire usage d'AD-strip afin de déterminer si les supports sont encore sains ou dégagent des acides. Mais l'important, c'est bien d'identifier les films nitrates. Pour des négatifs produits avant les années 50, il est probable que l'on soit en présence de nitrate de cellulose. Après 1950, on trouve essentiellement des supports en acétate de cellulose. Mais il y a toute une période où les deux types de supports peuvent coexister. Il n'est pas facile d'identifier visuellement la nature du support si l'information n'est pas inscrite, comme par exemple film flamme pour le nitrate de cellulose ou film de sécurité, safety film, pour les acétates de cellulose. Comment être sûr qu'il s'agit ou non d'un support en nitrate de cellulose? Bien, on trouve dans la littérature scientifique un grand nombre d'approches analytiques à même de déterminer la nature de ces polymères, que ce soit par spectroscopie infrarouge, proche infrarouge, Raman, associé ou non à des analyses en composantes principales, etc., etc. Alors, ces approches analytiques sont sans aucun doute très performantes, robustes, mais force est de constater qu'elles sont souvent inadaptées. D'abord, le restaurateur n'a pas accès à de tels équipements onéreux. Il n'a pas non plus toujours les connaissances nécessaires pour l'interprétation des spectres, et de surcroît, même si l'on peut amener le spectromètre et le scientifique au cœur des collections, les quelques minutes qui seront nécessaires pour chaque analyse rendent une telle opération inappropriée pour l'étude de fond qui peuvent comporter des milliers de documents. Il existe une méthode qui remonte aux années 1910-1920, bien connue dans le milieu de la conservation-restauration pour identifier les objets en nitrate de cellulose, c'est le test à la diphénylamine. La diphénylamine réagit avec le nitrate de cellulose pour former un colorant bleu très intense. Alors ce test est extrêmement fiable, extrêmement sensible. Il présente toutefois deux inconvénients. D'abord, il nécessite un petit prélèvement. La préparation, la manipulation d'un minuscule morceau de film, si le prélèvement est autorisé, n'est pas si facile et réclame un peu de temps à mettre en place. Ensuite, le test à la diphénylamine nécessite des produits corrosifs toxiques, en particulier de l'acide sulfurique concentré, qui présente un risque à la fois pour le restaurateur et les collections dans le cas d'un contact ou d'un déversement accidentel. Aussi, j'ai pensé à une solution pour éviter ces risques. Elle vise d'une part à réduire le prélèvement à un simple frottis et également à réduire
la quantité de réactifs à transporter à moins de 100 microlitres, c'est-à-dire quelques gouttes. Cette méthode est rapide et peut être appliquée en toute sécurité sur le terrain lors de l'étude d'un fonds important de support souple. D'abord, une solution mère de réserve est préparée en se protégeant, bien sûr, avec les équipements usuels qui sont les gants, les lunettes, la blouse, le masque, etc. Donc, on mélange 0,1 g de diphénylamine à 5 millilitres d'acide sulfurique concentré. Quelques gouttes de cette solution sont transférées dans un flacon à billes d'1 millilitre. On prendra soin de choisir un flacon avec une bille en verre et non en acier qui risque de se corroder assez vite. Un papier abrasif extrêmement fin est collé sur un bâtonnet, un type bâtonnet de crème glacée. Et le choix de ce papier est important. Il doit être d'un grain très fin, ni trop sombre pour que l'on puisse percevoir une coloration et ni trop clair pour bien percevoir la trace du prélèvement. Le papier de polissage au carbure de silicium, utilisé généralement pour la préparation d'échantillons en microscopie, s'est révélé satisfaisant, d'autant plus qu'il est autocollant. Une fois ces bâtonnets et réactifs préparés, on peut commencer les prélèvements dans la collection. Alors je préconise de faire un premier prélèvement avec un film nitrate qui servira de référence, puis de réaliser à la suite sur le bâtonnet autant de prélèvements que possible en veillant à bien les séparer de quelques millimètres les uns des autres. Vous pourrez même tracer au crayon des zones numérotées pour chaque prélèvement, ce qui facilitera le relevé de conclusions pour l'étude de grandes collections. Le bord de chaque support photographique est délicatement frotté jusqu'à ce qu'une trace blanche soit visible. Lorsque tous les prélèvements ont été effectués, le flacon à billes sert à balayer sur toute la longueur du bâtonnet pour déposer une ligne de réactif qui va alors recouvrir les traces et très rapidement, certaines des traces blanchâtres prennent une coloration très foncée. Ces couleurs sombres correspondent à des supports en nitrate de cellulose. Cette méthode permet donc une identification rapide des films et supports en nitrate de cellulose dans les collections photographiques, tout en minimisant la taille de l'échantillon et les risques liés à la manipulation d'une grande quantité de produits chimiques. Le détail de ces manipulations sont publiés dans le Journal of Paper Conservation du 2 octobre 2018 sous le titre A Fast and Safe Method for the Identification of Cellulose Nitrate Film in Collection. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura aidé dans votre travail d'identification des fonds et je vous remercie de votre attention.